Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Juillet 2021, des inondations ravagent le sud du pays. On compte 39 morts, mais aussi des conséquences sociales et sanitaires inédites. Les populations touchées tentent aujourd'hui de se reconstruire et de mieux construire, mais comment faire quand les revenus financiers ne suivent pas? Car les études le montrent aujourd'hui, ce sont les populations les plus précarisées qui sont les plus touchées par les conséquences du réchauffement climatique. Comment lier justice sociale et justice climatique? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui dans notre émission avec nos trois invités. Alors déjà, bonjour à tous les trois. Tout d'abord, Amandine Poncin, vous êtes animatrice politique au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On accueille également Jérémy Parotte. Vous êtes co-réalisateur avec Quentin Orphalise du documentaire Après la pluie, qui illustre vraiment cette difficulté d'articuler justement justice sociale, justice climatique. On va en parler dans un instant. Et enfin, Simon Deminck, vous êtes coordinateur au Centre d'écologie urbaine et chercheur à l'ULB. Alors, donc je disais, Jérémy Parotte, en fait, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle donc Après la pluie, qui en fait est parti à la rencontre des victimes des inondations de juillet 2021. Vous êtes parti à leur rencontre quelques temps plus tard. Pourquoi est-ce que vous avez entrepris finalement ce documentaire? Oui, alors Quentin et moi, on est tous les deux originaires de Verviers. On habite ce fameux bassin versant de la Vesdre qu'on découvre dans le film. La Vesdre qui fait partie vraiment des zones les plus touchées par les inondations. Tout à fait. Et donc le point de départ, c'est peut-être qu'on est sous le choc comme tout le monde, mais on n'a pas les pieds dans l'eau. Et donc on a cette chance de ne pas être victime directement des inondations. Donc on a ce recul, cette possibilité d'aller aider, de participer de l'immense élan de solidarité dont on a beaucoup entendu parler. Donc on n'est pas les seuls. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on a une botte et on découvre cette zone de guerre, notamment le centre-ville de Verviers. C'était franchement incroyable de découvrir ça, même pour moi qui habite à 3 km porte à porte de cet endroit. Je ne m'attendais pas à ça en descendant la rue. Et donc du coup, le point de départ, c'est cette solidarité, cette participation. Et puis quelques mois plus tard, avec Quentin, on se retrouve et on se dit, finalement, le hasard fait que quelques mois avant, on s'était rencontrés en se disant, enfin on se connaissait déjà, mais on s'était parlé en se disant, il faudrait qu'on fasse une fois quelque chose ensemble. En termes de réalisation, un documentaire ensemble, ce serait sympa de collaborer. Puis là, ça nous est tombé dessus, on s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Ouais. Et ce que vous montrez dans le film, on va voir la bande-annonce, mais ce que vous montrez, c'est ce début de reconstruction, et ce reconstruction personnelle et reconstruction aussi des maisons, avec toutes les conséquences que ça a. Tout à fait. Alors, évidemment, c'est un documentaire, donc notre point de départ de base ensemble, c'était de se dire, OK, ça va prendre du temps. Il va y avoir la couverture médiatique, elle est déjà là. Comment est-ce qu'on peut, nous, arriver après ça et parler de reconstruction, sans savoir encore tous les enjeux et les pistes et les tiroirs que ça allait ouvrir. Mais disons que ça, c'est le point de départ. Donc, sur du long terme, on se dit, OK, on tourne sur minimum 1 an. Finalement, le film met 2 ans et demi à se construire, ou un peu plus. Mais ça, c'était inattendu. Donc, ce n'est pas un film qu'on pouvait écrire. C'est un film qui s'est écrit au fur et à mesure de nos rencontres et de nos découvertes. Avec, en tout cas, le postulat de base qu'il y avait 2 enjeux. C'était l'enjeu citoyen, personne, et puis l'enjeu environnemental. Et que les deux allaient prendre un temps différent. Ça, c'était vraiment... C'est notre point de départ. Ouais. Ouais. Mais on va voir tout de suite la bande-annonce du documentaire Après la pluie. En une demi-heure, on s'est retrouvé avec 80 cm d'eau dans la maison. L'eau monte à une vitesse inimaginable. À 2h de l'après-midi, la police dit qu'ils doivent abandonner le quartier et que donc on ne peut plus rien faire pour nous. Il n'y a plus rien nulle part, hein? Oh mon Dieu! L'état des gens, ça va de très mal à je survis. C'est ce qu'ils te disent tous, en fait. Pleure pas. J'oublierai jamais, c'est gravé. Ce sont les vagues. Comme ce sont des petits jobs, ils sont seuls face à une montagne, il faut pas se leurrer. Il faut qu'on ait des perspectives d'avenir parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense que la Vesdre l'a terrorisée. Et donc le choc de voir sa petite Vesdre devenir ce monstre. On a perdu l'illusion d'être en pleine sécurité. Le futur, c'est beaucoup plus de sécheresse. Toutefois, il y aura aussi des épisodes d'inondation. T'avais l'eau jusque-là. Si on décide d'avancer rien que pour les enjeux climatiques, sans avancer d'abord avec et pour ces populations-là, on va augmenter l'injustice, on va augmenter les inégalités, on va augmenter la pauvreté. Ça, c'est téléphoné d'avance. Nous, on a beau frapper aux portes, on n'y arrive pas.
Il n'y a pas de résilience sans solidarité. Ensemble. Ensemble. Ça fait 2 ans que je travaille tout seul dans une maison et on va me l'exproprier. Invite à courber les chines. Jamais. Après ces inondations, il y a énormément de personnes qui ont encore perdu la vie, que ce soit d'épuisement, de maladie, par suicide, et ces personnes-là, on ne leur rend jamais hommage. Alors, Amandine Poncin, dans le film, on entend Christine Mailly, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, dire « Si on décide d'avancer rien que pour les enjeux climatiques, sans avancer d'abord avec et pour ces populations-là, on va augmenter l'injustice, on va augmenter les inégalités. Expliquez-nous. À travers ce qu'on voit dans le documentaire, mais aussi ce qu'on dit depuis longtemps au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est que les personnes qui vivent dans le trop peu de tout, c'est-à-dire dans le trop peu des droits fondamentaux, que ce soit le logement, la mobilité, l'alimentation, la santé, elles sont drastiquement plus touchées par les conséquences du changement climatique. Juillet 2021 est un des événements qui a mis en lumière notamment cette réalité. Plus touchées au niveau de la santé, par exemple. On voit qu'elles sont plus sujettes à la pollution, par exemple. Et ces conditions sont accentuées du moment que le portefeuille est plat, que les conditions du logement aussi, on l'a vu dans le bassin de la Vestre, les logements qui ont été majoritairement touchés par les inondations, c'était des personnes qui avaient pas le choix, pour faute de moyens, d'habiter autre part, parce que c'est les loyers les plus accessibles, c'est l'achat de maisons le plus accessible, c'est aussi des endroits plus accessibles en termes de services de première nécessité. Et donc, après les inondations de juillet 2021, il y a vraiment eu une mise en lumière du fait que si on ne prend pas en compte la réalité des ménages les plus précaires, dès le départ, dans des réflexions au niveau de l'urgence environnementale et climatique, en fait, on passera à côté d'une population qui est notamment très importante à prendre en compte. Oui, et c'est vrai que dans le film, et on voit un peu dans la bande-annonce, mais on voit effectivement ces personnes qui... en plus, il y a des personnes qui ont été arnaquées par leur entrepreneur, et puis après, elles sont expropriées. Et en fait, on voit qu'elles n'ont déjà pas grand-chose et que elles ont encore moins parce que toutes les difficultés s'accumulent. Oui, c'est ça. On voit dans le documentaire, mais... Il y a beaucoup de citoyens, par exemple, où la charge administrative en tant que telle a été hyper importante après les inondations. Comment se reconstruire à court, moyen et long terme quand déjà les droits auxquels on devrait prétendre de manière tout citoyen ne sont pas acquis. Quand on a les moyens qui sont non suffisants déjà et qu'on a des conditions de vie dans le trop peu de tout, comme on dit au réseau, c'est-à-dire le trop peu des droits fondamentaux, comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire sans être appauvris dans des conditions d'existence qui étaient déjà très très basses. Ouais. Alors Simon de Moïc, alors ici on est parti du cas de la vallée de la Vestre et des inondations, mais en fait vous travaillez plutôt sur la ville et on voit que en fait ce qu'il se passe dans le sud du pays, ça se passe aussi dans les villes et à Bruxelles plus particulièrement, zone sur laquelle vous travaillez. Mais avant peut-être d'aborder cet aspect-là, j'aimerais creuser le terme d'inégalité environnementale, parce que ça c'est vraiment un terme que vous développez, c'est de dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où finalement les inégalités sociales et environnementales se cumulent. Et en quoi consistent finalement ces inégalités environnementales ? C'est effectivement les travaux qu'on mène depuis maintenant quelques années avec des collègues de l'ULB. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que derrière le concept d'inégalité environnementale, il y a le concept mère qui est la justice. Et les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ils définissent globalement 3 types de justice. La justice de reconnaissance, donc si un problème n'est pas reconnu, il y a une injustice et on ne peut pas le travailler. Il y a la justice distributive, donc il va s'intéresser à comment sont distribuées les choses bonnes ou moins bonnes au sein des différents groupes sociaux. En général, on distingue d'ailleurs les groupes sociaux par souvent plus riches et plus pauvres, mais ça peut être plus vulnérable ou moins vulnérable. Et enfin, il y a la justice qu'on appelle participative aussi, et là, c'est les problèmes liés à la participation aux politiques publiques et ce genre de choses. Et sur base de ces 3 grands types de justice, on a proposé 4 types d'inégalités environnementales, qui sont, la première, c'est vraiment l'inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux. Et ça, on a pu montrer à Bruxelles que malheureusement, les populations les plus précaires et ou les plus vulnérables
sont beaucoup plus exposés aux pollutions de l'air, du sol, bruit routier, bruit aérien, etc., etc. Risque d'inondation d'ailleurs. Risque d'inondation, stress thermique, etc. D'ailleurs, inondation et stress thermique vont être impactés et accrus par le changement climatique. La deuxième typologie, c'est l'inégal impact des différents groupes sociaux sur l'environnement. Donc là, ça va plutôt concerner comment, globalement, les plus riches polluent davantage que les plus pauvres, ce qui est très largement démontré. Troisième typologie, c'est l'inégale capacité d'agir ou de réagir selon les différents groupes sociaux sur, on va dire, les politiques environnementales au sens large. Et enfin, ça va concerner l'inégal impact des politiques publiques environnementales sur les groupes sociaux, ce qui peut arriver aussi. Et donc globalement, on a cartographié ça pour Bruxelles et voilà. Oui, et on voit qu'effectivement, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir et de faire rebondir peut-être Jérémy Parod, parce que vous parliez de reconnaissance, par exemple. Là, on sent que dans le film, certains se sentent abandonnés et du coup pas reconnus. Oui, il y a eu un sentiment d'abandon très fort, notamment dans le quartier de Préjavet, dans lequel on tourne beaucoup, et où le personnage de Maria, personne de Maria qu'on suit et qui nous permet d'ouvrir les portes et d'entrer dans toutes ces maisons touchées, chez des gens qui n'ont pas spécialement envie d'avoir une caméra face à eux. Nous, on a eu la chance de pouvoir rentrer à travers Maria et donc à travers une aide finalement, et donc avoir une entrée positive dans ces foyers et pas voyeuriste. Ça, c'est la micro-parenthèse, mais effectivement, dans la discussion avec les gens, on ressent un sentiment d'abandon, mais qui est double. D'abord, un sentiment d'abandon sur le moment parce qu'on est dépassé, tout simplement dépassé par ce qui se passe. Quand on voit sa maison ravagée et qu'on n'a plus rien et qu'il y a en plus des pilleurs, ce genre de choses qui arrivent dans les rues, enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de description. Et puis après, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a cette idée d'élan de solidarité qui fait du bien au moral. Et puis qui s'en va au fil des mois. C'est logique parce que tout le monde veut passer à autre chose. Les gens ne peuvent pas continuellement arrêter de travailler, mettre des bottes et venir aider dans les rues. Et donc il y a un deuxième sentiment d'abandon. Maria, dans la bande-annonce, dit voilà, les gens, ça va de très mal à je survis. Et ça, c'est une réalité dont on discute plusieurs mois après les inondations. Aujourd'hui, on est plusieurs années après les inondations et on continue à retrouver des gens qui sont mal, avec des gens qui prennent la parole lors de projections, qui sont en pleurs et qui racontent qu'ils ont du mal à retrouver la joie de vivre. Il y a un vrai trauma. Ouais, donc il y a ce traumatisme psychologique, donc sentiment d'abandon, traumatisme psychologique. Et pour rebondir sur ce que disait Simon, cette idée de reconnaissance, c'est que il y a aussi un tas d'inégalités dans cette idée de reconnaissance comme victime, parce qu'on parle souvent de sinistrés. Tout le monde dit sinistrés, les sinistrés, mais sinistrés, c'est vraiment un terme d'assureur, d'assurance. Et en fait, ce sont des victimes. Et dans la victimisation, il y a bien sûr les dégâts et donc l'aspect sinistre, assurance, comment on se reconstruit. Mais il y a surtout la reconstruction humaine, surtout qu'on est dans une période où on sortait du Covid et où les gens avaient eu l'habitude de rester chez eux, de retrouver une espèce de bien-être, de foyer. Donc c'est toute cette dimension-là. Et donc la dimension psychologique de possibilité d'être suivi. Les psychologues diront, et c'est vrai, qu'ils sont là pour tout le monde, mais dans les faits, est-ce que tout le monde se sent, en fonction d'où on habite, de la communauté qu'on habite, etc., prêt à faire la démarche ou capable, dans la langue qu'on parle, de pouvoir avoir ce genre d'accès à l'aide psychologique qui est, on le sait aujourd'hui, ultra importante. C'est une autre forme d'inégalité, d'injustice. Oui. Est-ce que les populations, Amandine Poncin, les populations les plus précarisées qui sont touchées par ces changements climatiques sont conscientes que le changement climatique est bien là, que ça va se répéter, qu'elles doivent aussi agir et faire quelque chose? Oui, nous, on réfute l'idée de dire qu'elles ne sont pas conscientes du changement climatique et du rôle qu'elles ont à jouer. Et je pense que, notamment à travers le documentaire et ce que je disais juste avant et ce qu'on disait, étant davantage touchées, elles sont d'autant plus conscientes. Mais je pense qu'il y a deux temporalités. On est dans une urgence climatique qui nous oblige de prendre des mesures dans l'urgence pour répondre aux exigences et aux obligations qui sont face à nous. Et puis, on a les conditions d'existence des personnes qui vivent dans le trop peu de tout, dans la précarité, dans la pauvreté. Et c'est deux temporalités différentes. Quand on est dans la survie de tous les jours, quand on a cette charge mentale de se dire comment est-ce que je vais faire pour vivre demain, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour nourrir ma famille, comment je vais faire pour me déplacer. Tous ces biens, ces droits fondamentaux, ça demande de jouer avec des bouts de ficelle, de trouver des alternatives, des solutions pour pouvoir se permettre de vivre dignement avec le peu qu'on a. Et nous, ce qu'on dit, et dans cette question de reconnaissance, je trouve qu'elle est hyper importante.
Les personnes qui ont été sinistrées en juillet 2021, comme les personnes avant les inondations qui vivent dans la pauvreté, elles ont une expertise. Elles ont un vécu qui fait que par leurs conditions de vie, elles ont des choses à dire. Et il est important de pouvoir prendre en compte ces paroles, de prendre en compte ce qu'elles ont vécu avec les assurances, avec les entrepreneurs. Je pense notamment dans le film, à un moment, enfin dans le documentaire, on voit à un moment le rachat des maisons, l'aménagement du territoire. On a là deux réalités différentes. On a comment est-ce qu'on fait en sorte que l'eau reprenne ses droits pour éviter que la catastrophe recommence, mais en même temps, on a des habitations où des gens ont mis chaque grain de leur portefeuille, ont construit une famille, ont des souvenirs et on va leur dire à un moment donné, écoutez, votre maison ne peut plus rester là. Et donc là, c'est deux réalités totalement différentes. Et donc au réseau, nous, on pense que oui, les familles sont conscientes qu'il y a des changements à faire, mais par leurs conditions d'existence, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une prise en compte des droits fondamentaux, comme je disais, dans les politiques structurelles à prendre en compte. Pour peut-être donner un exemple pour terminer, mais en question de mobilité, par exemple. Il y a des mesures, des choses qui sont mises en place pour le moment pour essayer qu'on aille vers une mobilité plus douce, qu'on ait une pollution moins importante. On trouve qu'il serait davantage intéressant de pouvoir se tourner vers ces familles pour comprendre comment est-ce qu'elles se déplacent, quels sont leurs besoins. Et si on part de cela, en fait, les réponses, elles conviendront à tout le monde. Parce que forcément, on ne sera pas dans des mesures réparatrices par l'après, mais on sera dans un investissement qui permettra sur le long terme de pouvoir trouver des solutions. Une forme de prévention en quelque sorte. Simon Demanque, mais en fait, comment on peut réconcilier finalement justement cette population, vous l'avez dit, qui est la plus impactée parce que souvent elle vit dans une qualité environnementale moins bonne, moins d'espaces verts, plus touchée par des inondations, par l'impact de toute une série de choses, en même temps qui se sent peut-être, qui se dit qu'elle subit une injustice parce que ce n'est pas elle qui pollue le plus. Et comment est-ce qu'on... Et qui en plus elle a des difficultés à réagir face aux politiques publiques. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier un peu tout ça ? Alors c'est très compliqué. En tout cas, nous, dans nos travaux de recherche-action, on va dire, on a travaillé sur des plans d'action climat communaux, différents plans d'action climat. Et peut-être pour rebondir avec ce que Amandine disait juste avant, et ce qui se trouve en fait dans le documentaire, c'est que on a travaillé avec des cartographies participatives sur les risques climatiques avec toute une série d'habitants, habitantes et autres gens de l'administration, etc. Et ce qui est déjà intéressant, je pense, de noter, c'est que les cartes ne disent pas tout. Et donc, par exemple, les cartes d'aléas d'inondation, les cartes du stress thermique, etc., tout ça, c'est des modélisations. Et il y a des angles morts derrière ces cartes. Et par exemple, quand on a été à Forêt, il y a des habitants, habitantes qui nous disaient « Attention, là, je connais des migrants et des migrantes qui vivent dans une cave, en sous-sol, et qui sont régulièrement inondés, alors que la carte d'aléa d'inondation ne reprend pas ce risque. » Et du coup, on a fait un peu ce travail de fouille et d'enquête pour essayer de comprendre finalement tous les angles morts qu'il y avait. Et on pense qu'on peut combler ces angles morts de la statistique régionale, on va dire, par des savoirs expérientiels, en tout cas des données qui sont du ressenti. En consultant les citoyens absolument, directement. Ouais. Alors ça ne résoudra pas tout, mais ça permettra au moins de mieux connaître les réalités socio-environnementales qui s'y déroulent. Et puis par ailleurs, une fois qu'on a consolidé ces cartes et des diagnostics, l'idée c'est évidemment de co-construire avec ces gens des solutions d'adaptation face aux risques. Et donc on a essayé en toute humilité, de construire des programmes d'adaptation qui prennent en compte la vie de toute une série de personnes. Et ensuite, après, ces programmes d'adaptation sont classés, pondérés selon des valeurs qu'on partageait ensemble, dont la valeur de justice environnementale. Et ensuite, elles sont traduites par les politiciens, politiciennes dans un programme d'action, quoi. Oui, mais c'est vrai que vous avez travaillé sur plusieurs communes bruxelloises, mais ça veut dire que... Quelles mesures concrètes en fait, peuvent être prises pour améliorer la situation et se dire qu'à l'avenir, il faudrait éviter que ce soit ces populations-là qui soient typiquement, les plus touchées. Prenons l'exemple de Forêt, qui était notre premier cas d'étude, qui est un cas d'école en termes d'inégalité environnementale infracommunale. Donc il y a des inégalités environnementales à l'échelle de la région. Ça, je ne l'ai pas dit, mais globalement, c'est plutôt le Pentagone, Première Couronne et tout le long du canal qui
qui est beaucoup plus exposé à toute une série de problématiques environnementales, mais il y a aussi les mêmes dynamiques qui se déroulent au sein dans les communes, en fait. Et donc à Forêt, pour celles et ceux qui connaissent Forêt, il y a le bas de Forêt et le haut de Forêt. Le bas de Forêt est beaucoup plus pauvre et beaucoup plus exposé. Et donc là, typiquement, dans les solutions qu'on a pu co-construire, c'est de prioriser désimperméabilisation, plantation d'arbres et toute une série de dispositifs pour réduire les risques de stress thermique dans les quartiers les plus pauvres. Vous voyez, il s'agit en fait de prioriser ces quartiers-là qui sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus exposés dans les investissements, etc. Après se pose la question des enveloppes budgétaires disponibles pour les communes, pour les investissements. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à dire parce que de notre point de vue, c'est très largement insuffisant. Oui, parce que par exemple, dans le film, on voit qu'il y a des plans d'action, il y a des recherches qui sont menées par des experts scientifiques qui viennent voir comment éviter finalement ces inondations à l'avenir. Il y a des sommes importantes qui sont investies pour réfléchir à ça. Et puis après, on se dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait de ces plans ? C'est tout le grand débat pour le futur, notamment par rapport aux élections qui ont eu lieu, aux élections qui arrivent. Il y a une vraie réflexion sur qui va s'en emparer. Et on remarque actuellement qu'il y a aussi un gros travail, un gros levier de la société citoyenne finalement. Nous, on réalise des projections aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, on va aller prochainement en Flandre et du côté germanophone, et c'est chaque fois la même chose, qu'on soit proche ou loin d'une zone touchée. On est face à des gens qui ont des questions plutôt politiques. D'abord, une volonté, une réaction naturelle de taper un peu, trouver un coupable et dire mais qu'est-ce que font les politiques ? Et puis derrière ça, il y a tout le levier citoyen. Quand je dis citoyen, je parle aussi des associations environnementales, associations d'aide sociale, etc., qui existent déjà. Et toutes celles, les collectifs citoyens et autres qui se sont créés depuis 2021, c'est assez fort. Pour les personnes qui ont vu le film, Paola Vigano, à un moment donné, dit, l'urbaniste, chercheuse, dit voilà, chaque centimètre carré de notre territoire doit devenir résilient et pour ça, on a tous un rôle à jouer. Elle s'adresse à un moment donné à un ministre en lui disant écoutez, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses, qui font déjà des choses, il faut d'abord repartir de là. Avant de recréer du neuf, c'est bien de mettre des millions et il va en falloir à un moment donné pour diverses raisons, notamment l'adaptation climatique, etc. Mais je veux dire, au niveau de l'aide aux personnes, il y a déjà un gros potentiel citoyen, ça c'est intéressant. Et je voulais rebondir aussi sur ce qu'on a dit juste avant et ce dont vous parliez par rapport à... On parle de termes forts, de pauvreté, de ménages pauvres, de portefeuilles plats, etc. Il faut se dire quand même, c'est une analyse aussi qui n'est pas fausse si on prend vraiment des chiffres. Mais par contre, en termes de vie, ces gens-là, c'est leur lieu de vie. Et ils avaient bon d'être là au bord de l'eau, et ils sont en famille, ils vivent bien, modestement bien, avec leur tissu social, etc. Ce qui se passe aussi, c'est que la possibilité pour eux, effectivement, de partir devient très compliquée, même mentalement, de se dire où est-ce qu'on va aller, on ne retrouvera jamais ce tissu, ce quartier, cette ambiance, etc. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'ils ont effectivement, on l'a remarqué, tout à fait conscience de ces enjeux qui se construisent au fur et à mesure du film. Et c'est peut-être ce qui a créé la force, nous, du film, c'est d'arriver finalement par le hasard et notre recherche et notre volonté d'aller dans ce sens-là, de construire quelque chose qui ne donne pas l'impression que pauvres petites personnes qui n'ont pas compris, et d'arriver, et c'est ce qu'il va falloir faire, de les mettre ensemble sur un total pied d'égalité, dans le discours, dans l'action et dans la compréhension de ce qui se passe, et d'essayer de trouver des solutions qui vont là. Mais du coup, peut-être d'abord Simon Demeug, sur la question, enfin vous en parliez de cette notion aussi peut-être de solidarité à avoir. Vous parliez par exemple du cas de Forêt où il y avait le haut de Forêt les plus riches et le bas de Forêt les plus pauvres. En fait, dans la vallée de la Vesdre, on est un peu dans le même schéma. Donc en fait, il faut qu'il y ait une forme de solidarité aussi pour que ça fonctionne. Oui, là il y a un chouette exemple de collègues que j'aime beaucoup, qui sont les États généraux de l'eau à Bruxelles, donc le projet Brusseau. Eux, ils ont développé la notion de bassin-versant solidaire. Comme Forêt est une commune avec 80 mètres de dénivelé entre le haut de Forêt, qui accueille davantage de populations riches, et le bas, ils ont posé l'hypothèse qu'il fallait mobiliser les populations plus aisées pour réduire les risques de ruissellement vers les populations les plus précaires. Et ça, typiquement, c'est des projets qui mettent des valeurs de solidarité dans, on va dire, l'aménagement du territoire, quoi. Et ils ont fait ça un peu partout et c'est remarquable. Alors Amandine Poncin, en fait on est à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, le 17 octobre, journée où le réseau wallon se mobilise pour mettre ces thématiques en avant. Alors cette année il y a la thématique justement du logement qui
qui en fait est évidemment lié à ce dont on parle aujourd'hui. Alors, et vous, en dehors de cette journée où il y a tout un programme d'action, vous avez aussi rédigé par exemple un pacte logement, énergie pour les portefeuilles plats, où vous mettez aussi des pistes de solutions sur la table. Oui, en effet. Alors, les personnes qui vivent dans la pauvreté le disent depuis de nombreuses années. Le logement, c'est un des leviers prioritaires pour sortir de la précarité. C'est vraiment un élément essentiel, c'est un bien fondamental. Avoir un toit au-dessus de sa terre, un endroit au-dessus de sa tête, un endroit pour pouvoir être en sécurité, son cocon, construire sa famille, etc. C'est quelque chose qu'on était entièrement convaincus avant les inondations de juillet 2021. Et comme vous venez de le remettre en évidence dans le documentaire, il y a cette question du logement. Alors, comment est-ce qu'on habite son logement, où il est situé, comment on y a accès en termes de loyer, etc. C'est aussi comment il est dans un quartier où il y a, à l'échelle d'un citoyen, les rapports les liens les plus forts avec les autres habitants qui composent notre commune. C'est un logement dans une commune et puis c'est un logement dans une région. Après les inondations de juillet 2021, on a décidé avec les acteurs climatiques de prendre cette porte d'entrée du logement et de le mettre vraiment au cœur des enjeux climatiques et sociaux en disant, voilà, on sait qu'on va devoir rénover, par exemple, nos logements de manière massive pour atteindre les objectifs européens. Sauf que si on regarde à travers les inondations de juillet 2021, mais aussi parce qu'on sait de notre expérience de terrain précédente, ça va avoir un impact considérable. Parce que ce que nous disent les personnes en pauvreté, c'est que être dans un logement qui laisse passer l'air et passoire, etc., actuellement, dans la réalité qui est vécue par les gens, c'est ce qui est le plus accessible pour leur portefeuille. Et donc, toute cette rénovation énergétique va avoir un impact. On va peut-être voir augmenter les loyers. On a peut-être des populations qui vont devoir quitter leur quartier, devoir trouver ailleurs, etc. Et donc, toutes ces réalités-là, on a décidé de le mettre à travers un pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats, sous différents angles, que ce soit la question même du logement en tant que tel, de l'aménagement du territoire, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de faire force avec les acteurs de climat pour dire qu'en fait, le terreau fertile d'une justice environnementale, c'est une justice sociale avant tout. C'est ça. Voilà. Et que vous pouvez travailler aussi ensemble dans une même direction, j'ai envie de dire. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais je vais juste mentionner 2-3 dates et 2-3 sites. Alors, donc le 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté, grosse mobilisation à Namur. Il y a le programme, vous pouvez le trouver sur le site du réseau Wallon, et donc c'est www.rwlp.be/1710. Et il y aura une projection d'ailleurs du documentaire après la pluie. Alors je cite aussi 2-3 autres dates pour la projection du documentaire. C'est le 29 octobre à Pepinster, 1er novembre à Astières, 7 novembre à Malmedy et on va dire encore le 13 novembre à Jodogne. Il y en a d'autres et il sera aussi diffusé sur la RTBF sur la 3. Et tout à coup la date m'échappe. Est-ce que vous avez la date ? 18 novembre. 18 novembre sur la 3, le rendez-vous est pris. Et enfin, je termine avec le site de votre ASBL, donc le Centre d'écologie urbaine, où on retrouve toute une série d'informations, plus sur les inégalités environnementales en ville. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous.